Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, l'Instant Joyeux, avec le professeur Henri Joyeux qui est avec nous et qui quitte ses hauts pâturages pour venir, qui monte à la capitale. Bonjour Absolument. professeur. Bonjour Marc. Vous allez bien? Très très bien. Merci d'être avec nous, merci. Et je voudrais que Marin mette tout de suite à l'écran ce visuel que vous voyez là maintenant. Le professeur Henri Joyeux, cancérologue de son état. Comment bien informer les 4-10 ans lorsqu'il s'agit d'aborder la thématique de la sexualité? Qu'est-ce qui vous prend, professeur? Et quelle légitimité pouvez-vous avoir à parler de sexualité? C'est la question qu'on peut se poser. A-t-on besoin d'être sexologue pour comprendre la sexualité? Non, Première clairement, chose. Réponse clairement non. non. Ouais. Deuxième chose, un médecin, c'est un homme ou une femme qui s'intéresse au corps humain de la tête aux pieds. Il n'y a pas que tel ou tel organe. Or, il s'avère, Marc, et vous le savez mieux que moi, que la sexualité est un sujet majeur dans la vie. Il y a le sexe et puis il y a le cœur. Un enfant, la grosse question qui se pose, c'est à partir de quand faut-il lui parler? Qui doit parler? Papa? Maman? Et s'il y a deux papas? Et s'il y a deux mamans? Et s'il n'y a pas papa, maman? Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? 4-10 ans, pas possible. Oui, parce que c'est la deuxième question qui arrive sous-jacente. Mais bien sûr. 4-10 ans. Alors vous allez voir que nous allons développer 4, 7 et 7, 10. Vous allez essayer, Marc, de vous mettre à la place d'un enfant qui a cet âge. Donc vous avez, je crois, une petite fille qui a 6 ans. Formidable, vous allez pouvoir lui parler. Mais attention, il ne s'agit pas de considérer qu'on va faire de l'éducation sexuelle. C'est une éducation à la vie. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que d'abord, professeur, on doit parler parce qu'elle nous questionne ou est-ce qu'on doit anticiper le questionnement? Aujourd'hui, il faut parler avant le questionnement. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'école, il y a des petits camarades qui ont appris des choses par la télé, par le périphérique, pour tout dire, Internet, et qui ne sont pas très clairs. les réseaux. Donc, si l'enfant a déjà des notions qui ne sont pas très claires, il ne va pas oser vous poser la question parce qu'il se dit « je vais me faire gronder ». Donc, il faut devancer. Alors, Marc, quelle est la première question que vous vous posiez quand vous aviez cet âge? Aucune, et moi non plus. Mais aujourd'hui, l'enfant, il se pose des questions. « Maman, dans ton ventre, tu m'as dit qu'il y a un bébé. Mais maman, qu'est-ce qui fait le bébé dans ton ventre? » Ah, voilà déjà une bonne question. Ça veut dire que pour le 4-7, nous allons lui expliquer le premier jour de sa vie et comment et qu'est-ce qu'il faisait dans le ventre de sa maman. Pas comment il est entré dans le ventre de sa maman. Vous allez voir. Mais parce que c'est même la première question qui est posée souvent par les enfants, qui Oui. était comment on fait les bébés. Il y avait même une célèbre marque qui avait décidé d'en Tout à faire fait. Mais ça, c'est les claim adultes. publicitaire. Ça, ce sont les adultes qui ont posé la question comment on fait les bébés. Le bébé, lui, ou plutôt l'enfant, à partir de 4 ans, il a maman qui attend un petit frère ou une petite sœur. Et ce qu'il faut, c'est pas attendre une question, c'est lui dire « Écoute mon petit, ma petite, je vais t'expliquer quelque chose de formidable, ton histoire quand tu étais dans le ventre, le mien, moi ta maman. Et le papa dans le ventre de la maman. Bon. D'abord, tu vas fermer les yeux, ma chérie. Et je fais ça à l'école. Vous lui faites fermer les yeux, vous allez voir que son imagination marche parfaitement. Tu vas imaginer que tu es au bord de la plage. Et tu vas prendre un grain de sable, tu entends bien, un grain de sable avec ta main et tu vas mettre ce grain de sable dans ta main. Allez, vas-y, fais-le, ferme les yeux, imagine. Alors, elle le fait, tu le vois, ouvre les yeux. Oui, elle vous dit qu'elle le voit, donc l'imagination fonctionne. Eh bien, ma chérie, le premier jour de ta vie, tu n'étais pas plus grande qu'un grain de sable. Tu te rends compte? Et moi aussi dans le ventre de mamie. Et maman dans le ventre de l'autre mamie. Bon. Elle entend ça. Puis vous allez tout doucement avancer en lui disant 3 mois plus tard. Comment ça fait 3 mois? Alors 3 mois, ça fait beaucoup de jours. On est au mois de mai, puis il y a le mois d'avril, puis il y a le mois de juin, etc. Bon, elle comprend que c'est des jours, elle ne sait pas compter encore vraiment. Bon. Eh bien, à 3 mois, tu vois ma chérie, tu vas mesurer 3 cm. Regarde. Et vous lui montrez la paume de main et vous montez 3 cm, ça veut dire à peu près l'extrémité de votre doigt. Et à 3 mois, ma chérie, déjà, on voit si tu es un petit garçon ou une petite fille. Oh, maman, comment on le sait? Est-ce que j'ai des cheveux longs? Est-ce que j'ai pas des cheveux longs, etc. Bon, à l'école, vous posez la question aux enfants.
Et les enfants vous répondent. Et les plus âgés vont vous dire c'est le sexe qui fait la différence. Les autres, ils ne savent pas trop. L'important, c'est de faire passer à l'enfant, c'est qu'il a passé du temps dans le ventre de sa maman en grandissant. C'est-à-dire qu'il était un grain de sable et il est devenu, à 3 mois, un tout petit fœtus. Avant, ça s'appelle un embryon, c'est trop compliqué pour lui, mais on peut déjà donner les mots. Et déjà, à 3 mois, on voit sa tête, ses yeux, ses oreilles, son nez, ses doigts de main, ses doigts de pied, et si c'est un petit garçon, une petite fille. Et maman, je faisais quoi dans ton ventre? Là, vous avez introduit l'enfant dans sa vie intra-utérine, dans sa vie, dans le berceau piscine. Ah, berceau piscine. Il est dans de l'eau. Alors, vous n'allez pas lui expliquer la composition du liquide amniotique, ce n'est pas le but. Mais vous allez lui expliquer qu'il est dans l'eau et qu'il est attaché à sa maman par un cordon. Alors, il va vous dire une ficelle. Les plus âgés vous disent c'est un cordon médical. Non, ombilical. Pourquoi? Parce que ça vient de l'ombilic. Parce que tu es attaché à la maman par ce cordon. Alors, les plus âgés vont vous dire c'est une ficelle. Mais ce n'est pas une ficelle parce que dans cette ficelle, il y a toute la nourriture pour toi, mon chéri. Bien sûr, bien sûr. Toute la nourriture. C'est-à-dire, quand ta maman, elle prend de la salade, elle prend une bonne pomme, un bon citron, du chocolat, eh bien, toi, tu vas goûter le chocolat, tu vas goûter le citron et tu vas grandir. Et ainsi, après avoir passé 270 jours, alors vous allumez, vous amusez, vous prenez des allumettes, et vous prenez une boîte d'allumettes et vous sortez 270 allumettes. Ça vous fait un jour chaque allumette. Et oui, tu vois, quand tout ça, tu as passé tout ce temps dans mon ventre, tu vas mesurer 50 cm, tu te rends compte? Ça fait à peu près ça. Et tu vas peser 3,5 kg, 4 kg, un beau bébé, un beau bébé. Et tu vas sortir de mon ventre. Mais d'abord, sur ces 4-10 ans, parce que vous distinguez bien les 4-10 des 7-10. 4-7-10. Oui, 4-7-10. 4-7-7-10, voilà. Si un enfant entre 4 et 7 ans ne pose pas de questions. Non, mais vous venez à lui. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal qu'il ne vous pose pas de questions, parce que, il peut avoir des questions éventuelles qu'il n'ose pas poser, parce qu'à l'école, on lui a dit des choses qui n'étaient pas claires, mais le mieux, qu'il en pose ou qu'il n'en pose pas, vous allez le devancer. Et ça, c'est le boulot de la maman. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas dans le vôtre de ventre, elle était dans le vôtre de la maman. Bon, donc ma chérie, viens, je vais t'expliquer ton histoire. Et cette histoire-là, très important. L'enfant, figurez-vous qu'il a 2 oreilles. Il a une oreille pour maman, il a une oreille pour papa. Papa, qu'est-ce que ça va être son rôle? Son rôle, ça va être de vérifier ce que le gosse, il a bien compris. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, maman? Maman, elle m'a dit ça. Mais maman, elle me l'a dit sous la forme d'un secret. Donc, ce qui est très important, c'est de bien dire quelque chose qui correspond à l'histoire de cet enfant, qui correspond à son intimité de vie dans le ventre de la maman, où il va quand même passer 270 jours, ce qui n'est pas rien, et où il va se construire. Donc, tout ce côté merveilleux, si vous voulez, il n'y a pas mieux que la maman pour l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'elle va dire, tu m'entendais quand je parlais, tu m'entendais quand je mettais la musique, tu entendais le papa quand il grondait ou quand il grondait pas, ton frère ou ta sœur quand il pleurait, et parfois tu t'énervais, et puis tu t'endormais. Et quand tu te réveillais, tu me donnais un petit coup de pied, tu me donnais un petit coup de poing. Non, tu n'étais pas boxeur encore, mais peut-être tu commençais à nager, à faire des cabrioles. Vous lui expliquez des choses qui sont la réalité même. Cet enfant, mais il se régale, il est là, il ouvre les yeux, si vous voulez, qui pétillent parce que vous lui apprenez quelque chose qui le concerne. Alors, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est effectivement la sexualité et pas nécessairement la naissance ou pas nécessairement la construction de l'être humain et la naissance de bébés, etc., etc. Parce que la sexualité, et moi je le vois chez une petite fille de 6 ans, la sexualité, c'est vraiment elle a un rapport à la sexualité que je trouve d'ailleurs, à la nudité en particulier, que je trouve extrêmement étonnant. Oui. Extrêmement étonnant parce qu'elle n'a aucune pudeur. Oui. C'est normal? Oui, c'est normal parce que la pudeur, ça s'éduque. Ça veut dire que cette petite, si à 6 ans, elle se balade toute nue devant papa, maman, c'est pas bien grave. Problème. Non. Mais le problème, c'est devant les autres, devant le voisin. Vous comprenez? Okay. Donc ça veut dire qu'il y a une pudeur. Par exemple, l'enfant à 3 ans et demi, 4 ans, vous le mettez sur le pot. D'accord? Il va fermer la porte. Heureusement, il ne va pas fermer le loquet. Et puis quand il a fini, il appelle papa, j'ai fini, maman, j'ai fini. Bon. Attention, quand vous dites que l'émission, elle est sur la sexualité, nous y sommes. Nous sommes sur un sujet, la sexualité, c'est l'intimité. Oui, c'est ça.
c'est l'intimité d'une personne, et cette intimité va se développer sur la vie entière. C'est pour ça que si nous faisons aujourd'hui le 4-10 ans, nous ferons le 10-13 ans, le 13-15 ans, le 15-20 ans, nous irons jusqu'à 100 ans, donc nous avons encore pas mal d'émissions devant nous. Mais Marc, le point important, c'est que si vous avez démarré en expliquant ce que faisait ce bébé qui est devant vous, enfin cet enfant de 4 ans, 6 ans qui est devant vous, il va vous dire, d'accord, mais comment je suis sorti de là? Il ne va pas dire comment je suis venu d'abord. Comment je suis sorti. Parce que pour dire comment je suis venu, là, il va falloir parler sexualité. Bien sûr. C'est-à-dire, ça sera plutôt pour vers 7 ans, si vous voulez, voyez, 7-10 ans. Parce que là, vous allez être obligé d'expliquer la différence entre le sexe masculin et le sexe féminin. Le sexe masculin, il est extérieur au corps. Le féminin, c'est exactement l'inverse. Il est intérieur à l'intérieur du corps. Il y a déjà ce questionnement à l'âge de 6 ans. Mais bien sûr, eh bien, il faut répondre. Mais là, vous êtes déjà dans le 6, 7, 10. D'accord. Voyez ? Le 4-10, le tout petit qui est je dirais en maternelle supérieure, mathsup je l'appelle, maternelle supérieure, celui-là c'est l'histoire dans le ventre de la maman. Et là il va venir, comment je suis sorti? Alors, un jour, la fille d'un garagiste qui dit il y a une clé. Ah bon, elle est où la clé? Alors, elle dit la clé elle est là, elle montre le nombril. Bon, son papa était garagiste, bon, on peut comprendre. Non, alors on lui explique non, le bébé va sortir du ventre de la maman, normalement, la tête la première. Alors il faudra expliquer pourquoi la tête la première. Parce que le bébé, s'il pèse 4 kg, sa tête, elle pèse 2 kg. Donc ça veut dire que comme la maman, elle est debout, dans la plupart du temps de la journée, eh bien le bébé a tendance à se mettre la tête la première vers le bas, et donc il sortira la tête la première et pas les pieds les premiers. Bon. Et donc, ce qui est important à bien comprendre, c'est que cet enfant va sortir par le sexe de la maman. Il faut dire les choses claires sont. Et le sexe de la maman, c'est où? C'est entre les jambes. Bon. Donc, et ce sexe va s'ouvrir, il faut un docteur. Une doctoresse, une sage-femme, on donne quelques noms, si vous voulez, sans donner des noms de personnes, pour aider la maman. Pourquoi? Parce que oui, c'est du boulot. Ça s'appelle même du travail, et les mamans se reconnaissent là-dedans. Et ce travail, ça veut dire que ce travail de la maman pour accoucher, le papa est à côté, lui il est hyper angoissé, il a les larmes aux yeux, il a aussi mal que la maman, bien qu'il ait pas mal du tout sur le plan physique. Bien sûr. Mais attention que si nous les mecs, on devait accoucher, Marc, je pense qu'il n'y aurait personne sur la Terre. On est d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord. Bon. Donc, expliquez qu'il va sortir par là. Alors très souvent, l'enfant vous dit, parce qu'ils ont vu les choses à la télé, et pourquoi il y a du sang? Pourquoi il y a du sang sur la tête du bébé? Il faut lui expliquer, ben oui, la piscine va se vider de l'eau qu'il y a à l'intérieur, et quand le bébé veut sortir, c'est presque lui qui décide, il pousse avec sa tête, avec les pieds par le haut, et là, il va déchirer, il va ouvrir la piscine. Et en ouvrant la piscine, il y a de l'eau. Alors la maman, elle dit, je perds les os, pas les os. Je perds les os, je perds l'eau de la piscine. Et en même temps, il y a parfois un peu de sang, il ne faut pas dramatiser, parce que le mot sang pour un enfant, immédiatement, ça le touche. Alors par contre, ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'il y a le cordon médical dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le cordon ombilical. Et dans ce cordon ombilical, il y a une interface entre la maman et le bébé. On ne va pas parler du placenta, je vous le dis parce que vous connaissez le mot, mais il faut dire que le sang du bébé n'est pas le sang de la maman. C'est-à-dire qu'il y a une zone particulière dans la maison maternelle qui est dans le ventre de la maman qui va permettre de prendre du sang de la maman, de le transformer et de faire un sang du bébé qui est à la fois une espèce de mélange du sang de papa et du sang de maman. Ça, c'est un peu compliqué. Mais simplement bien faire comprendre que le sang de cet enfant n'est pas le sang de sa maman. Vous voyez? Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que quand vous êtes avec des maternelle supérieure CP, avec ça, ils ont ce qu'il faut. Alors, il y a une question aussi qui est moi je trouve, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec bon nombre de parents. Vous avez des pères, vous avez des mères qui parfois acceptent de prendre un bain ou une douche avec leurs enfants. Je n'y suis pas favorable. Moi non plus. Et d'abord parce que j'ai une extrême pudeur par rapport à ça. Sûr, et même on dit oui mais ils sont tout petits, c'est pas grave, etc. etc. Est-ce que ça, c'est un problème? J'ai eu des échos très précis dans plusieurs familles où vers l'âge de 13-14 ans, l'enfant va se révolter. Il va se révolter contre ses parents. Il m'est arrivé de voir une famille où la jeune fille me racontait qu'ils étaient sur un bateau. Bon, toute la famille était dans la nudité absolue. Et c'était l'âge de la puberté pour une des jeunes filles, si vous voulez. Et tout d'un coup, elle a fait une espèce de crise, elle me le racontait très précisément, en imposant à son papa et à sa maman d'aller s'habiller.
s'habiller, je veux dire de mettre un maillot, si vous voulez. Alors, je sais bien que... Je me suis dit, elle est ado, là. Hein. Oui, elle est ado. Oui, mais 13, ça 14 veut dire quand même que depuis le début, ils ont été... Elle a grandi comme ça. Voilà. Et puis surtout, si vous vous promenez comme ça, vous allez avoir une note de chauffage, je ne vous dis pas l'hiver. Hein. Ensuite, si vous avez le voisin qui vient vous demander un morceau de pain, il faudra vite s'habiller, vous n'allez pas vous présenter à poil. Mais sur ces discussions-là, c'est vrai moi je suis toujours très très embêté quand on voit, alors c'est vrai que quand il y a des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, bon, que la maman prenne un bain avec son fils ou sa petite fille, bon, pourquoi pas. Mais 4 ans, 5 ans, 6 ans... Alors, c'est souvent, moi j'ai remarqué ça, j'ai des cas de famille, c'était des familles un peu cul-serrées, où les grands-parents étaient tellement cul-serrés que tout le monde envoyait promener les vêtements. Ouais. On passe d'un extrême à un autre extrême, il faut faire attention, la pudeur de l'enfant, c'est une qualité, et cette pudeur, elle se construit. Alors, il ne s'agit pas de se cacher. Quand l'enfant est sur la plage à 2 ans, 3 ans, il est tout nu pour aller à la mer accompagné de sa papa, de sa maman ou de ses frères et sœurs. C'est tout à fait banal. Voyez. Mais il va arriver un âge, c'est comme quand les enfants, si vous avez une famille avec 3 enfants, vont prendre le bain ensemble. Bon. Si vous avez 3 filles, il n'y a pas de problème. Si vous avez 3 garçons, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez un garçon, 2 filles, et que le garçon est l'aîné, il va y avoir un âge où il faut qui prennent son bain tout seul. Est-ce que lorsque vous êtes face à vous avez votre fille qui a 5, 6 ou 7 ans et que vous sortez de la douche, vous sortez nu? Non. Et est-ce que c'est un problème par rapport à son si enfant? l'enfant n'y est pas habitué, c'est un problème pour lui. Ça veut dire qu'il est choqué. Papa, bon, il voit des poils, il voit que c'est pas comme lui, etc. Vous voyez, non, je me souviens, je vais vous donner une anecdote. Un jour, je faisais faire pipi au dernier qui devait avoir, en baissant les couches, donc je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, et sa petite sœur qui était plus aînée, plus grande que lui, le voit faire pipi. Bon, et elle dit rien, et puis elle me dit, il a un petit zizi. Bon, et alors je dis oui, et elle me dit, et toi papa? Et je dis, moi aussi, mais il est plus gros. Et elle me fait, tu me montres? Je dis non, non, je te montre pas. Parole d'enfant. C'est pas parce que l'enfant vous dit tu me montres que tu veux dire vous comprenez? Bien sûr, bien sûr. C'est un problème d'amour de l'enfant, d'intelligence. Comment on l'explique ça à l'enfant qu'on ne montre pas? Qu'est-ce qu'on lui dit? Alors je vais vous dire, ça c'est une très très bonne question, c'est secret. Un jour j'ai posé une question dans les écoles à des enfants en disant vous allez écrire sur un papier, ça sera très court, la question c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? Et celle qui a gagné le prix, ça a été sélectionné par des parents et puis par des adultes, par des jeunes, des ados, elle avait écrit « c'est se dire des secrets ». Pas mal ça. L'amour, c'est se dire des secrets. Bon. Vous dites des secrets à votre épouse, elle vous dit des secrets, c'est des secrets. Je ne vais pas vous demander vos secrets. D'accord? Bon. Alors l'enfant, vous demandez à une petite fille de 6 ans, 7 ans, tu as des secrets toi? Elle va vous dire oui. Où ils sont? Là. Garçon, tu as des secrets, toi? Oui. Où ils sont? Là. Grosse différence déjà. Pas toujours, bien que vous ayez des enfants extrêmement sensibles aujourd'hui, qui ne sont pas assez au niveau de la nature, qui sont trop au niveau de la confiture de télévision et de l'image, si vous voulez, d'une certaine façon, ils ne sont pas assez au contact de la nature, ce qui fait que l'enfant est un enfant qui déjà raisonne. Donc, il vous dit, oui, des secrets sont dans ma tête. Ah, donc il y a des secrets du cœur, il y a des secrets de la tête. Est-ce que tu as des secrets du corps? Alors, il vous dit, oui, les poumons, qu'est-ce qu'il fait ton papa? Pneumologue, c'est bon. Oui, l'os, ton papa, orthopédiste. Oui, etc. Bon. Et puis vous avez un gosse qui vous dit, secret, le zizi. Ah, pourquoi c'est secret? Parce que tu ne le montres pas à tout le monde. Et vous remarquerez que notre corps, il y a un point qui est très important, qu'il faut expliquer parfois aux parents, c'est que nous avons une zone du corps qui est l'évacuation des déchets, soyons clairs. Il y a le pipi, d'un côté, et en arrière, il y a des matières. Bon. On n'évacue pas ces déchets devant tout le monde. Bon. Nous, les hommes, un arbre ou un mur peut nous suffire. Pour les dames, c'est autre chose. Et on ne va pas évacuer les déchets, si vous voulez, fécaux, des fesses, comme on dit, devant tout le monde. Donc ce sont des zones qui sont des zones secrètes, qui sont des zones intimes. Ça veut dire que l'enfant, d'ailleurs, c'est puni par la loi. Le bonhomme qui va montrer ses claouettes, comme on dit, comme ça, faire de l'exhibitionnisme, c'est puni par la loi. Donc,
c'est même pas un problème de loi, c'est un problème d'éducation. C'est un problème de pudeur et un problème aussi que dans la tête, il se passe quelque chose qui ne va pas par rapport à la sexualité du bonhomme qui va s'exhiber devant des enfants ou des adultes. Quand vous avez un enfant, même chose dans cette tranche d'âge, avant 7 ans, qui va aux toilettes seul et qui laisse constamment la porte ouverte et que ça ne lui pose absolument aucun problème. Il faut lui dire deux choses. Il faut lui dire, est-ce qu'on doit intervenir? Oui. Pour moi, j'interviendrai. Je dirais, ce que tu libères là dans les toilettes, c'est pas toujours génial au niveau de l'odeur. Donc tu dois pas enfumer la maison. C'est ça. Donc, premier argument. Et deuxième argument, tu penses que moi aussi, ton papa ou ta maman doit faire comme ça? Donc c'est de la pudeur. Il ne s'agit pas de l'engueuler, certainement pas, parce que si vous engueulez, vous allez obtenir l'inverse. Non, il faut montrer qu'il y a de la délicatesse par rapport aux autres. Alors, autre question également, et on va prendre d'ailleurs des questions parce que c'est le but de l'émission d'aujourd'hui, et puis on va regarder ce que vous avez écrit aussi sur cette thématique de la sexualité des 4-10 ans, mais une situation que j'ai trouvée absolument, alors moi pour le coup, qui me désarçonne, très honnêtement, une petite fille, 6 ans, qui prend sa douche et sa maman est à côté pour la doucher. Et la paume de la douche, le jet de la paume de la douche, passe sur l'intégralité de son corps. Et lorsqu'elle arrive à hauteur de la zone intime, elle regarde sa maman et lui dit « Oh, ça c'est agréable ». Réaction. Est-ce qu'on doit lui expliquer pourquoi c'est agréable? Non. Ou est-ce qu'on doit laisser passer et en rire? À 6 ans, non. Moi, je n'irai pas expliquer à 6 ans ça. C'est comme si vous alliez expliquer ça aux petits garçons. Non, mais nous allons venir aux petits garçons parce que entre 7 et 10, vous allez poser une question aux garçons et aux filles. Quand je suis dans une classe avec des enfants où il y a la mixité, et je suis à fond pour la mixité, je dis aux filles, voilà, ce que je vais poser comme question, ce n'est pas pour vous les filles. Je ne veux pas que vous écoutiez, comme ça je suis sûr qu'elles vont écouter. Bon. Alors dites-moi les garçons, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que c'est la première chose que vous faites? Alors, il y en a un qui vous dit, moi je mets mes lunettes. Il y en a un qui me dit, je baille. Puis il y en a un autre qui dit, je vais aux toilettes. Faire pipi. Je vais aux toilettes. Bon, très bien, tu vas aux toilettes et pourquoi tu vas aux toilettes? Ben, je vais aux toilettes. Ben, je vais te dire pourquoi tu vas aux toilettes. Parce que tu n'as pas pissé au lit. Ah ben oui, c'est vrai. Bon, tu n'as pas pissé au lit, ça veut dire que pendant la nuit, il y a ta vessie, la poche qui garde les urines. Tu n'es pas allé uriner pendant la nuit, donc le matin, c'est plein. Bon. Et quand c'est plein, très souvent, dis-moi les garçons, les filles, vous n'écoutez pas, je vous ai dit. Bon. Et là, elles sont comme ça. Comment il est parfois ton sexe? Alors, il y en a un qui vous dit, c'est un bâton. Il y en a un autre qui vous dit, c'est une éruption. Il a entendu le mot érection. Vous dites, ben non, c'est une érection. Et quand tu as le sexe qui est en érection, c'est-à-dire qui est tendu, ça veut dire, toi, petit garçon, que tu as besoin d'aller faire pipi. Alors un jour, il y en a un qui me dit, moi, plus âgé, ça devait être 6e, 5e, cet été, on était en vacances avec mes grands-parents et j'ai vu mon grand-père qui sortait de la chambre, il avait la gaule. Bon. Je lui dis, où il allait ton grand-père? Ben, il me dit, il allait aux toilettes. Ben, tu vois, donc ça peut arriver à tous les âges de la vie. Quand nous, les hommes, nous avons la vessie qui est pleine, on peut avoir le zizi en l'air. Ça s'appelle l'érection, ça s'appelle comme tu voudras. Voilà. Donc là, vous faites passer une chose, c'est qu'il y a un sexe masculin qui peut être dans une position de repos, appelons ça comme ça, et puis il peut être dans une autre position qui s'appelle l'érection. En tout cas, la notion de plaisir ne rentre pas dans cette catégorie d'âge-là. Non, parce que cet enfant, vous me dites, elle a eu du plaisir quand la douche est passée sur sa zone intime. Très bien. Mais elle a aussi du plaisir quand ça dégouline sur ses cheveux ou sur sa tête. Bien sûr, bien sûr. Donc le plaisir est différent. Donc peut-être lui faire comprendre, regarde ma chérie, c'est plus sensible devant sur ton ventre par exemple que dans ton dos. C'est plus sensible peut-être sur le visage quand tu fermes les yeux, que tu prends, voilà. Faire une différence peut-être, là je suis d'accord, mais n'allez pas plus loin parce que là, à mon avis, vous en diriez trop. Mettez-vous à la place de l'enfant, quoi. Non, toujours pareil, il faut se mettre à la place de l'enfant. Et ce qui est bon, c'est d'en parler à deux, c'est-à-dire que la perception d'un tel sujet par le papa n'est pas la même perception par la maman. Attention, je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais à Brest. J'arrive à une conférence, c'était sur le sujet dont nous parlons aujourd'hui, mais pour toutes les tranches d'âge. Arrive un monsieur, costard, 3 pièces, cravate, avec 3 garçons. Il me présente ses 3 étalons. Il y avait du 14, du 12 et du 6, quoi. Alors, je lui dis, mais pourquoi vous venez? Il me dit, c'est ma femme qui m'a dit de venir. Ça, c'est intéressant. Ma femme m'a dit de venir.
Je dis, mais pourquoi elle vous a dit de venir? Bah, elle garde le dernier. Bon, très bien. Mais pourquoi elle vous a dit de venir? Bah, parce que, vous savez, je vais vous dire, hein, moi, sur la sexualité, je ne sais pas quoi dire à mes garçons. Ah, très bon. Alors, je lui dis, monsieur, vous n'avez pas de sexe? Ah, je lui dis, si. Et vous ne pouvez pas leur en parler? Et il me répond, je n'ai pas eu de père. Là, c'est une réponse extraordinaire. Là, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Parce que je n'ai pas eu de père, ça veut dire quoi? Que lui, il a été un petit garçon et que son père, sur le domaine de ce sujet majeur de la vie, majeur, c'est bien de savoir lire, écrire et compter. Ça, c'est le boulot de l'école. Par contre, le boulot de l'information sur ces sujets, pour moi, ce n'est pas le boulot de l'école, pas plus que celle du planning familial, pas plus que celle de l'ONU, pas plus que celle de quelques ministres de l'éducation nationale que ce soit, c'est le boulot du papa et de maman. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit un bouquin, vous le voyez, qui s'appelle Amour et sexualité. Parlez-en tôt pour protéger vos enfants. Regardez tous les problèmes que vous avez aujourd'hui avec ces abus. Abus entre adultes et enfants, entre enfants et enfants. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas informés. Alors Marc, moi je pose souvent la question, ça m'amuse beaucoup, et vous allez poser la question à tous ceux qui nous écoutent. Et je leur demande de mettre la réponse dans leur tête simplement. Quel est l'âge le plus important pour la vie d'un petit garçon ou d'une petite fille? Alors évidemment, j'ai restreint en disant petit garçon ou petite fille. Mais si j'avais dit quel est l'âge le plus important de la vie d'un homme ou d'une femme, on m'aurait répondu le jour de mon mariage, le jour où j'ai réussi, le jour où j'ai fait l'Everest, le jour où ceci, le jour où cela. Bon, non. L'âge le plus important de la vie, Marc, c'est la puberté. Pourquoi la puberté? Parce que c'est la transformation d'un âge de petite fille à jeune fille, c'est la transformation d'un âge de jeune garçon à un jeune homme, c'est l'âge où la transmission de la vie est possible. Mais la question que les enfants posent, et nous y reviendrons quand nous ferons les 10-13 ans, les 13-15 ans, les 15-20 ans, c'est une très bonne question. Mais pourquoi peut-on transmettre la vie, par exemple, à 9 ans? Une petite fille peut avoir sa puberté à 9 ans. Vous allez en Guadeloupe, vous allez en Martinique, vous allez dans le Dom-Tom ou dans les pays chauds en Afrique, je suis allé souvent, vous avez des enfants qui ont la puberté des petites filles à 9 ans. Ça veut dire qu'elles peuvent transmettre la vie à 10 ans. Bon. Personne ne va conseiller à une petite fille de transmettre la vie à 10 ans. Cependant, biologiquement, c'est possible. Bien, tout simplement pourquoi, réfléchissons ensemble, c'est qu'il y a ce temps qui est le temps où arrive la puberté, qui doit être expliquée par qui? Parents et grands-parents, que ce soit de papa, de maman, de grands-parents, quel que soit le sexe de ses parents, ça c'est pas le sujet important, mais c'est un temps d'explication, d'information amoureuse. Quand je dis amoureuse, ça veut dire j'aime l'enfant, j'aime éduquer cet enfant à la vie, à ce qui va se passer dans l'avenir. Bien sûr que je ne vais pas lui donner à 5-10 ans comment je fais la relation sexuelle entre un homme et une femme, ou entre deux hommes, ou entre deux femmes, vous comprenez? Mais expliquer ce qu'il faisait dans le ventre de la maman, c'est le boulot du médecin. Alors, vous savez, je suis médecin, ça vous a choqué parce que je suis cancérologue, je suis chirurgien, mais qu'est-ce que vous foutez dans le domaine de la sexualité? Ben voilà, tout le corps humain est important et un médecin, il a aussi une fonction sociale. Voyez. Et ça, vous savez quoi, ça ne m'a jamais choqué pour la simple et bonne raison, c'est que je sais que quel que soit le sujet que l'on peut aborder sur la santé, et ça en fait partie, c'est un sujet de vie. Ah bien sûr. Donc c'est un sujet qui me vous passionne concerne et qui vous passionne. Donc, voilà. Et en même temps transmettre, c'est ce qu'on fait. Avec ABC Talk TV, c'est exactement ce qu'on fait. Tellement que, vous voyez, un jour, j'étais dans une école à Lille, j'ai parlé pendant 9 heures à des enfants. Pas les mêmes tranches, puisque j'ai fait les 4-6 ans, 1 heure. 6, 7, 10 ans, 1 heure. Ensuite, j'ai pris les 6e, 5e, tous ensemble. Ensuite, les 4e, 3e, tous ensemble. Ensuite, les secondes, premières, terminales. Ça fait un paquet de conférences. Ça a été 9 heures. Tout ça a été filmé. Il y avait les enfants, il y avait les parents. Le soir, en plus, le soir, il y avait les parents. Parce que je veux toujours, quand je parle aux enfants, je veux que les profs soient présents. Première chose. Ça, c'est très important. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez des profs qui pleurent. Alors après, les maîtresses qui pleurent. Maîtresse, pourquoi vous pleurez quand je parle? Réponse, j'aurais aimé entendre ça quand j'avais 4 ans, quand j'avais 6 ans, quand j'avais 10 ans. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société, vous le savez, qui est hypersexuée. Mais est-ce qu'elle est hypersexuée toujours dans un équilibre de vie ou dans beaucoup de stress et d'angoisse?
Il y a beaucoup de stress et d'angoisse dans la sexualité, tellement que nous, adultes, quand nous sommes très angoissés, il nous arrive d'avoir besoin de sexualité pour nous désangoisser. Qu'est-ce que c'est que le porno? Le porno, c'est le traitement de l'angoisse. C'est le traitement de l'angoisse. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont hyper angoissés, ils vont regarder du porno pendant 10 minutes, un quart d'heure, pendant 1 heure, et puis ils feront ce qu'ils voudront avec ce porno. Ça va les désangoisser parce qu'ils n'ont pas de relation affective avec un humain. Alors, ils l'ont avec une image. Voyez, mais ils sont en train de traiter une angoisse. C'est les psychiatres qui devraient dire il y a un problème là. Alors je ne suis pas pour le porno, attention, parce que je ne pense pas que ça arrange la vision de l'amour, ni pour un enfant, ni pour un ado, ni pour un adulte. En tout cas, ce sera très intéressant d'ailleurs de faire une émission sur cette thématique. Mais nous y reviendrons, absolument, bien sûr. absolument. En tout cas, ce qu'on retient déjà dans un premier temps, c'est qu'effectivement, la question de la sexualité dans la famille, c'est une question de papa, de maman, de deux papas, de deux mamans, Absolument. et ça n'a rien à voir avec Ou de l'école. grands-parents. Ou de grands-parents, mais pas l'école. Comment? Mais pas d'école. Non, pour moi, ce n'est pas l'école. Parce que l'école, si vous voulez, si les profs avaient la formation, moi j'ai vu dans les années 80-85, étant donné que vous avez la loi la plus courte des 2 septennats de Mitterrand, qui est la loi la plus courte qui a été signée le 4 ou le 5 août 82. Quelle est cette loi? La majorité sexuelle, c'est 15 ans. Bon, vous avez eu 15 ans, Marc. Moi, j'ai eu 15 ans. La question, c'est est-ce qu'à 15 ans, je suis majeur? Citoyen, non. Sexuellement, il vous répond oui. Bon. Si vous êtes majeur sexuellement à 15 ans, moi, je vous conseille quand même d'informer l'enfant avant 15 ans. C'est pas à 15 ans, quand il a les hormones qui circulent plein son corps, qu'il faut se réveiller en lui disant hey, « petit, je vais t'expliquer, parce que tu as 15 ans, à partir de 15 ans et un jour, tu es majeur sexuellement et tu peux faire ce que tu veux avec ton sexe. » Aux yeux de la loi. Vous comprenez? Aux yeux de la loi. Bon. Donc à partir du moment où il y a eu cette loi qui a fixé la majorité sexuelle à 15 ans, ça veut dire que l'explication doit venir avant. Or avant, la puberté est avant. Un garçon, sa puberté ne démarre pas avant 12-13. Voyez, alors qu'une petite fille, ça commence avant. Donc la petite fille, moi je dis, il faut parler à la petite fille dès l'âge de 8 ans, il faut commencer à la préparer, parce qu'à l'école, elle a des copines qui ont déjà les règles à 9 ans, et le petit garçon, il faut en parler pas avant 10-12. Par contre, vous pouvez dire à un enfant de 7 ou 8 ans, un petit garçon, qu'est-ce que tu faisais dans le ventre de la maman, les cabrioles que tu faisais, le footballeur que tu étais, le nageur que tu étais dans l'eau de ta maman, il va être passionné par ça. Vous voyez. Donc, pour moi, c'est de l'éducation à l'amour, c'est de l'éducation à la sexualité, et ça se fait crescendo. Ça se fait crescendo. Vous savez, je vois aujourd'hui des personnes qui ont entre mon âge, entre 70 et 100 ans, qui me posent des questions sur la sexualité. Et elles ne sont pas fausses. Ça prouve bien qu'il y a eu un manque d'informations. Bien sûr. Et vous savez qu'en Suède, ils sont en train d'offrir le panier sexuel. Le panier. Qui comprend? Ah ben, je ne veux pas vous dire tout ça, on en parlera dans une autre émission. Très bien. Où est-ce qu'on trouve ce CD? Ah ben, tout simplement, c'est l'éditeur qui s'appelle l'édition du Rocher. C'est un éditeur de Paris et de Perpignan, édition du Rocher. Donc, comment parler de l'amour et de la sexualité, dialogue avec les jeunes de 4 à 20 ans, et y compris avec les parents. Voilà, tout simplement, édition du Rocher. Bien. Super. Allez, question, on y va, parce qu'il y en a beaucoup. À quel âge faut-il commencer à parler? Vous avez déjà... Dès l'âge de 4 ans, vous n'attendez pas des questions, vous commencez avec beaucoup de délicatesse au moment du goûter, quand le petit est sur les genoux de la maman, etc. Qui doit parler? Maman d'abord, que dire? Ce que tu faisais dans mon ventre. Maman, que ce soit garçon ou fille. Oui, je dirais maman oui. Vous savez, quand il arrive de l'école, et, le papa est au boulot, la maman peut être au boulot aussi, ça c'est clair. Ouais. À ce moment-là, c'est la grand-mère qui vient le chercher. Alors, quels sont les termes les plus appropriés à utiliser pour parler des parties intimes? Je crois qu'il faut être clair. La partie intime du garçon, vous appelez ça s'appelle ton sexe, tu peux l'appeler le zizi, et puis tu as 2 bouboules sur les côtés, ça ne s'appelle pas des testibules, comme on m'a dit un jour une fois, mais testicules, voilà. Ouais, on dit les mots. À l'école, je dis parfois, qui c'est qu'il y en a 3? Alors, vous avez le chahuteur qui lève le bras en disant, moi j'en ai 3. Attends, tu vas venir nous les montrer. Je calme tout de suite. C'est fini. Non. Par contre, vous voyez, il faut faire passer aux enfants qu'il y en a 2. Pourquoi? Parce que parfois, il n'y en a qu'un. Ah. Eh oui. Donc ce soir, les enfants, alors, ils se mettent les mains. Non, vous touchez pas, c'est pas le moment. Quand vous serez sous la douche ce soir, vous vérifierez qu'il y a les 2 bouboules de chaque côté. Bon. Et si vous avez l'impression qu'il n'y en a qu'un, il faut dire papa, j'en ai qu'un. Maman, j'en ai qu'un. Et à ce moment-là, on ira voir le docteur. Le docteur, il va arranger tout ça, vous inquiétez pas. Il ne faut pas affoler, bien sûr. Question. Alors, Barbara, 27 ans, comment enseigner aux enfants de cet âge des règles de base de l'hygiène corporelle, de la sécurité personnelle liée à leur corps? Alors, ton corps t'appartient. Ton corps, il t'appartient. Il est aussi, évidemment,
quand tu as un problème, tu es malade, que tu vas voir le docteur, ton papa et ta maman t'accompagnent, bon, on te demande de te déshabiller, papa et maman sont là, tu es en sécurité, le docteur il est là pour te soigner et pour guérir éventuellement la maladie que tu as. Alors évidemment, le gros problème de l'hygiène corporelle par rapport à des parents dont vous avez posé la question tout à l'heure, qui seraient, entre guillemets, qui seraient Adam et Ève à la maison, quoi, sans feuilles de vigne. Bon, là, il faut faire attention. L'hygiène, c'est de toute façon, on se lave les dents, on se lave le corps. Et, très important pour les papas, et aussi pour les mamans, mais surtout les papas, c'est que quand il s'agit d'un petit garçon, il ne faut pas attendre qu'il ait 14 ans pour qu'il décalote. C'est pas la calotte de la synagogue, vous me suivez, bon. Donc, ça veut dire quoi? C'est le papa qui doit apprendre à son petit, dans le bain, le petit est dans le bain, il faut lui apprendre à se décaloter pour qu'il ne fasse pas un phimosis plus tard. Alors, le petit qui, lui, est d'origine musulmane, d'origine juive, il y aura eu ce qu'on appelle la postectomie, c'est-à-dire on aura fait la section prépuciale du prépuce, bien sûr, mais ceux qui ne l'ont pas, il faut leur apprendre à décaloter, c'est quelque chose de tout à fait normal. Le problème, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit des enfants à 14 ans qui n'ont jamais décaloté de leur vie, quand ils se retrouvent en érection avec le problème de ce que j'appelle les câlins sexuels ou la masturbation, ils ne savent pas, parfois ils s'infectent et ils font des petites complications qu'il faut opérer. Donc les papas doivent savoir... C'est surtout au papa, mais la maman peut le faire aussi, mais c'est au papa à expliquer à l'enfant, voilà comment tu vas faire pour décaloter, pour voir apparaître le gland à l'extrémité de ton petit zizi qui s'appelle le pénis. Je préfère que ce soit... Moi, je préfère... Vous laissez faire ça à votre femme? Oui. Non, moi je suis médecin, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai dû le faire parfois à mes enfants en leur disant, est-ce que tu l'as fait? Non, allez, dépêche-toi. Oui, dépêche-toi, oui, évidemment. Oui, évidemment. Autre question. Comment aborder la question de l'amour? C'est très intéressant avec les enfants de cet âge. Alors, c'est capital. Nos capacités amoureuses commencent très tôt. Nous sortons du ventre de maman, nous sommes sur le ventre de maman. Il y a de l'amour entre l'enfant et maman. Et le rôle de la maman, si jamais c'est un couple avec papa-maman, c'est de donner le plus vite possible cet enfant au thorax du papa. C'est-à-dire... Maman l'a eu dans le ventre 9 mois, elle a une grosse avance. Le papa, il vient de le découvrir, il vient de naître. Bon, il faut qu'il le prenne. Et dans le monde moderne, je dirais aujourd'hui, ça se fait quand même beaucoup plus que ça ne se faisait autrefois, où parfois le papa n'était même pas présent à l'accouchement. Tu accouches, tu te débrouilles, ce qui était absolument scandaleux. Bon. Alors, le sentiment amoureux va vite arriver même à l'école. Alors, c'est intéressant parce qu'un jour, j'ai fait une erreur psychologique à l'école. Il y avait une petite qui s'appelait Madeleine, je leur demande leur prénom, Madeleine, je me souviens de Madeleine. Alors je lui dis, Madeleine, est-ce que tu as des secrets? Et je ne voulais pas qu'elle me dise ses secrets. Et alors elle répond immédiatement en me disant, oui, j'aime Jean-Baptiste. Donc elle était en CP, elle se tourne, oui, j'aime Jean-Baptiste. Le petit Jean-Baptiste devient rouge comme le coussin. Imaginez, mettez-vous à la place de Jean-Baptiste. Et l'erreur psychologique que j'ai faite, c'était de dire, il fallait que je lui dise, est-ce que tu as des secrets? Mais en lui disant, un secret, ça ne se dit pas. Ça veut dire que je voulais qu'elle me dise, oui, j'ai des secrets, tu les gardes pour toi. Oui. Donc elle avait son secret. Mais ce qui était intéressant là, c'est que la petite en CP, elle vous dit, ben oui, elle est attirée par le petit garçon. Mais Jean-Baptiste, un jour il va lui tirer la langue, un jour il va faire je ne sais pas quoi, elle va préférer Lucien, elle va préférer Sébastien. Bon, ce qui est important à faire comprendre à l'enfant, c'est que le sentiment amoureux, c'est un sentiment alouette. Vous savez, les miroirs aux alouettes, ça tourne. Ça tourne. Ça change. Ça change. Effectivement, vous le savez, nous y sommes tous passés. Moi, j'ai été dans des écoles qui n'étaient pas mixtes. Mais si j'avais été dans des écoles mixtes, à l'époque, il y avait lycée de garçons, lycée de filles. J'aurais été amoureux de toutes les filles. Il y avait une fille qui sortait du lycée, qui était la fille du proviseur. On était 2000 élèves, on était 500 ou 1000 à être amoureux de cette fille, on n'y a jamais parlé, parce qu'il n'y en avait qu'une qui sortait, quoi. On était attirés par cette fille. On avait 15 ans, seconde, première, j'en sais rien. Bon, donc le sentiment amoureux, il faut bien l'expliquer, c'est quelque chose de très normal, mais ça bouge beaucoup. C'est-à-dire, tu es attiré par Georges, tu seras attiré par Marc, tu seras attiré par Robert, tu seras attiré... Et ça, c'est normal. Pareil pour le garçon. Tu es attiré par une blonde, tu vas voir que la brune, elle est pas mal, et puis tu verras que la rousse, elle est pas mal, etc. etc. Ça, c'est normal. Ça veut dire ton sentiment amoureux se construit. Vous voyez, il se construit. Alors, j'ai vu un jour un couple qui était très intéressant, les grands-parents, parce qu'ils avaient un fils
qui avaient été à l'école très petits avec une fille et ils étaient amoureux l'un de l'autre, bon, soyons clairs. Finalement, ils ont fini par se marier. Eh bien, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu et les grands-parents n'ont pas bien compris pourquoi. Et moi, je leur ai dit, quand vous avez des enfants très petits comme ça, qui sont trop attachés à un autre, il faut changer l'enfant d'école. Il faut changer l'enfant d'école pour qu'il soit attiré par d'autres. Parce que cet âge-là, la petite Véronique de Toulouse à 26 ans, qui pose très bien la question, le sentiment amoureux est un sentiment qui doit bouger. Il bouge à nos âges. Alors imaginez à leur âge. Nous, à nos âges, on a fait des choix. On a fait des choix, on a pu se planter, bon, peu importe. On a fait des choix, soit on s'est planté, soit on ne s'est pas planté, mais on a fait des choix. On s'est marié, on a divorcé, on s'est remarié, on s'est peut-être encore remarié, bon, peu importe, on fait des choix. Voyez. Donc, le problème de l'enfant, ne fixons pas les enfants dans des sentiments amoureux définitifs. Si votre petite Lucie, disons, vous dit à 6 ans, je suis attirée par Jean-Baptiste, alors vous allez demander, votre femme va dire, c'est qui Jean-Baptiste? C'est le fils de la Banque de France. Ah, ah. Alors elle se voit déjà au mariage. Par contre, si elle vous dit, il est cordonnier, son papa, bon, il est en train de fermer la boutique. Ah ouais, cordonnier qui ferme la boutique, il est au chômage, tout ça. Ah non, il vaut mieux le petit de la Banque de France. Vous voyez, là, attention. Et ça, c'est les mamans qui sont les plus sensibles. Mais vous pensez sincèrement que y a encore, ça existe ça? Parce que j'en ai vu. La plupart du temps, les mamans, on accueille ça, même nous, je vois. Oui, oui. Le sentiment amoureux chez les enfants qui ont 4, 6 ans, 10, 8 ans. Oui, mais vous savez, même à 12, légère. 13, 14 ans. Quand vous avez la gosse à 14 ans qui va vous dire, papa, c'est pas pareil. J'ai un petit copain. Oui, c'est pas pareil. J'amène le petit copain à la maison. Oui, c'est pas pareil. Attention. Là, on n'est pas du tout dans le même registre. Hein, parce que si vous avez trop donné de feu vert à des petites amourettes, je les appellerai les amourettes, si vous les avez considérées comme vraiment de l'amour, alors qu'effectivement, il y a du sentiment, il n'y a pas de doute, mais si vous avez dit amour sans dire amourette qui change et qui tourne, à 14 ans, ça y est, ça va se fixer. Et à 15 et à 16, pareil. Alors, vous aurez à accueillir Germain, Arthur, Alexandre. Vous allez en accueillir l'auberge espagnole. Oui, c'est ça. Je parle pour votre fille, mais les uns après les autres, pas tous ensemble. Non, c'est sûr. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, souvent, en rentrant, en prenant le goûter, on entend des petites histoires en disant « je suis plus amoureux d'Arthur ». Non, mais voilà. Arthur, il m'a tiré la langue. Et c'est fini. Voilà, il m'a pincé, mais c'est très bien. Bon. Voilà, et qui tu préfères maintenant? Sébastien. Oui, exactement, exactement. Et puis Arthur est revenu le lendemain. Et tout va très très bien, évidemment. Question. Comment parler de la reproduction humaine aux enfants de 4 à 10 ans de manière simple et appropriée? Non, alors, si l'enfant de 4 à 10 ans vous pose la question qui a été induite, comme je vous l'ai dit, par les adultes, comment je suis venu dans ton ventre? D'accord, maman, comment je suis venu? Vous n'allez pas lui faire l'expression... La cigogne et la chou. Non plus le chou. Vous allez dire, c'est ton papa et ta maman, ils se sont tellement donnés d'amour, tellement de secrets. Alors ma chérie, tu sais où ils sont les secrets de papa et de sa grand-maman? Eh bien, tu as les secrets là, dans la tête. Et puis toi, tu as des petits secrets déjà, tu as des petits secrets du cœur, tu aimes bien ta mamie, tu aimes bien ton papy, etc. Et puis il y a aussi les secrets du corps, vous n'allez pas plus loin. Attention, elle m'a dit 4-10 ans. Oui, 4 ans, oui, on est si bien vous êtes d'accord. plutôt près de 10 ans, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Parce que quand vous êtes à 10 ans, le gosse, il vous dit, c'est faire l'amour. Alors je réponds non. Ah bon? Ben oui, mais papa, maman, ils disent c'est faire l'amour. Non, c'est donner de l'amour. Ton papa et ta maman, ils se donnent de l'amour. Moi, j'aime pas le mot faire au sens de acte sexuel. Bon, laissons ça aux sexologues. Nous sommes des papas, des mamans, des grands-parents amoureux de nos enfants et de nos petits-enfants. Moi, j'ai eu 6 enfants. Chaque fois que nous avons donné de l'amour l'un à l'autre, avec la pensée, ça pourrait bien faire 9 mois plus tard un bébé, et puis il y a eu souvent ça, c'est formidable. Mais c'est de l'amour que l'on se donne. C'est pas un acte, si vous voulez. Donc je pense que l'expression, alors je saurais pas vous le dire dans les autres langues, mais cette expression « je fais l'amour », moi je l'aime pas. Je préfère dire « je donne de l'amour à mon épouse », elle me donne de l'amour à moi, et puis parfois c'est bon, parfois c'est pas bon, parfois ça dure pas. Bon, voilà, on va pas rentrer dans le détail. Et en plus, ça fait partie de l'intimité. Alors, le mot intimité est important parce que les zones intimes dont je parlais tout à l'heure, zones intimes du corps, on ne montre pas ses fesses à tout le monde. Mais une erreur d'une maman un jour, qui était assez orgueilleuse, alors, je lui dis, madame, comment vous dites à votre enfant,
comment on fait les bébés et comment le bébé il sort de votre ventre. Alors, ben, je lui dis qu'il sort par mon cucu. Je lui dis, madame, il y a un problème là. Il sort pas par votre cucu. Non, clairement. Non, ça va pas ça. Non. Vous voyez, elle n'osait pas donner le mot sexe. Mais oui, il ne faut pas avoir de... Alors, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir peur de ce mot-là. Voilà, tu as ton sexe, et c'est très important de dire aux garçons, il est extérieur au corps, et puis tu as le sexe de la petite fille, il est plus caché, il est plus secret, il est plus protégé, il est à l'intérieur du corps. Alors après, il y a effectivement, quand là, on parle des enfants de 4 à 10 ans, et vous avez bien fait de faire une nuance entre les 4, 7, 7, 10. Parce qu'il y a un monde Ah ben, il y a un monde, bien sûr. entre les deux, bien hein. sûr, On bien est sûr, bien bien d'accord. sûr, bien sûr. Et on avait reçu... On a fait un seul livre pour les 4-10 ans pour aider les parents. Et vous verrez que dans le petit livre, bon, on ne l'a pas là, mais vous avez la question qui est posée à l'enfant, et la réponse, il la pose à papa. Et papa dit, demande à maman. Et puis il pose la question à maman, et maman répond, demande à papa. Donc il y a des questions pour papa et des questions pour maman. Alors le problème, c'est aujourd'hui, c'est vrai, bon, le couple où il y a 2 mamans, où il y a 2 papas. Je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que dans les couples homosexuels, il y en a un qui joue le rôle du papa, le rôle de la maman, tout ça c'est des conneries. Mais ça veut dire quand même qu'il faut qu'il y ait des explications qui soient justes pour l'enfant. L'objectif, c'est pas... Attention, l'enfant, il est prioritaire par rapport aux parents. Pour moi, hein, il est prioritaire, ça veut dire que l'enfant n'est pas un joujou, l'enfant n'est pas un doudou. Ok, puisque la loi permet à 2 hommes d'avoir un enfant, ok, mais qui lui donne le meilleur qu'on doit donner à l'enfant et qu'ils demandent conseil éventuellement à leur maman pour ce qu'il faut dire à leur enfant. Et c'est ce qu'ils font. J'espère. Enfin, non, mais je veux dire, la plupart du temps, quand ils donnent autant d'amour Oui. que Ah non, qui papa donnent de et une l'amour. maman. Mais c'est la façon de dire, je veux dire. Parce que si vous avez 2 papas qui disent exactement la même chose, il manque la voix un peu féminine. Vous voyez? Bon. Si vous avez 2 mamans qui disent la même chose, il manque un peu. C'est un peu difficile à une maman de parler de la sexualité d'un bonhomme. Surtout quand on l'a peut-être rejeté. Comment elle va parler de l'érection? Comment elle va parler de la pénétration? Est-ce que vous avez eu des cas comme ça? Bien sûr, bien sûr. Là, c'est difficile. Donc, c'est là que moi, à ce moment-là, je leur dis, écoutez, je comprends le fait que vous posiez la question, c'est très bon signe. Parce que ça veut dire que vous avez l'impression que l'enfant, il ne faut pas se planter, quoi. Parce que c'est un sujet majeur pour la vie de l'enfant. D'accord? Donc, vous posez la question, eh bien, est-ce que peut-être vous ne pourriez pas demander à votre propre maman, si vous avez un garçon, non, vous l'avez dit, si vous avez une fille, à votre propre papa ou grand-père, qu'est-ce que tu dirais à mon fils ou à ma fille sur tel sujet? Vous voyez, c'est là que les générations, d'ailleurs les générations se rapprochent de plus en plus. Hein. Vous avez des mamans qui ont un enfant à l'âge de 25 ans. Bon, 25 ans plus tard, l'enfant, il a 20 générations qui se culbutent aujourd'hui. Pourquoi pas? Donc il faut utiliser les générations, l'ancienneté. Question. Comment aider les enfants à comprendre les différences entre l'amitié, l'amour et l'attirance physique? Alors, l'amitié, tu as des camarades, tu es avec des amis. Il y en a que tu aimes et d'autres que tu n'aimes pas. Il y en a qui sont sympas et d'autres qui ne sont pas sympas. Sur qui tu peux compter, sur qui tu ne peux pas compter. Alors, moi, je mets le mot attirance en premier, contrairement à ce que la maman a posé, la maman de Roubaix, vous voyez. Je mets l'attirance en premier. Je vais vous donner l'exemple. Vous avez faim le matin, vous portez de chez vous, vous n'avez pas déjeuné, vous êtes écolier, vous passez devant une boulangerie, ça sent le croissant, le pain bien chaud. Bon. Vous êtes attiré. Vous êtes attiré, vous rentrez, vous avez des sous, vous allez acheter un morceau de pain, un croissant. Bon. Et puis ce croissant, il est dégueulasse, vous le goûtez, il vaut rien, au contraire, il est très bon. Mais parce qu'il ne vient pas de Cucugnan. Oui, voilà, il vient pas de Cucugnan. Mais ça s'appelle l'attirance. Ouais. Alors vous pouvez avoir une attirance pour un petit garçon pour une petite fille, un petit garçon pour un autre petit garçon qui est un bon copain. On joue au foot ensemble, on joue à ceci ensemble, etc. Donc il y a une attirance entre 2 garçons qui est tout à fait banale avant l'âge de la puberté et même autour de la puberté, ou entre 2 filles, c'est ma copine. Puis un beau jour, elle vous dit ma copine ne peut plus avoir. Bon. Pourquoi? Parce que ceci, parce que cela. Ça s'appelle l'attirance. Alors cette attirance, c'est plutôt instantané. Un jour, une jeune fille, c'était en Pologne, me pose la question, pourquoi le coup de foudre, ça ne dure pas? C'est joli, un coup de foudre. Quand tu prends la foudre, tu te prends la foudre et puis c'est fini. Tu espères pas l'avoir pris sur la tête, mais le coup de foudre, parce que la fille voit un garçon fabuleux, sympa, il n'a même pas prononcé un mot, elle a un coup de foudre, bon, ben, elle est en face d'un mec qui lui plaît. Très bien. Et ça ne va pas durer parce que peut-être elle va entendre sa voix et elle va foutre le camp en courant. Ou elle va voir ceci, elle va voir cela. Pareil pour un garçon qui a un coup de foudre pour une blonde, aux yeux bleus, que ci, que ça, je tombe des nues. Et puis, 3 jours après, le coup de foudre, il est fini. Après, va se construire l'amitié. Et l'amitié, ce n'est plus l'attirance. Il y a plus.
il y a une amitié qui se constitue. Dans une amitié, est-ce que l'on dit tous ses secrets? Réponse non. On dit, mon père il m'emmerde, ma mère ceci, ma mère cela, je voudrais ceci, je voudrais cela, j'aimerais avoir, j'aimerais pas avoir, etc. Ça c'est l'amitié, on parle entre copains, entre copines. Ensuite, nous rentrons dans l'amour. La question pour les enfants qu'ils posent souvent, quand est-ce que je sais que je suis amoureux? C'est quand tu penses que le secret que tu dirais à personne, tu le dirais. Ah, alors quel est le secret que tu dirais à personne, que tu dirais à celui-là? Si tu as envie de lui dire ce secret, tu es en train de rentrer dans un espace. C'est pour ça que je définis des espaces. Vous avez l'espace de l'attirance. C'est joliment dit. Hein. Vous avez l'espace de l'amitié et vous avez l'espace de l'amour. Tous ces espaces s'interpénètrent. Le premier, c'est l'attirance. Si je n'avais pas été attiré la première fois par mon épouse, je pense que nous ne serions pas ensemble depuis bientôt 50 ans. Bon. Après, l'attirance, je me suis dit, elle est chouette, tout ça, il faut que... Vous savez comme on est quand on a 25 ans. On a une ligne avec un hameçon dessus. Bon, je rigole. Mais après, nous sommes arrivés à mieux nous connaître, bon, à nous parler, à discuter. Il est arrivé de l'amitié qui s'est assez vite transformée en amour. Assez vite, de mon côté. Elle m'a fait attendre, ça n'en finissait plus. Bon, je rigole pour vous dire ça. Mais ceci pour dire que ces espaces de l'attirance, de l'amitié et de l'amour, ce n'est pas le planning familial qui va vous l'expliquer. Ce n'est pas le prof de biologie qui vous parle des spermatozoïdes. Un jour, j'ai une de nos filles qui pose la question, elle était assez tonique, elle était petite, je ne sais pas, moi j'étais au Japon en conférence, et puis elle dit à sa mère, c'est elle qui me le raconte après par téléphone, elle me dit, tu sais ce qu'elle a posé comme question? Non. Elle me dit, maman, comment ils font les spermatozoïdes de papa pour rejoindre ton ovule quand papa, il est au Japon et toi à Montpellier? Vous comprenez? Regardez la question. Ça, c'est la biologie. La biologie. Comment on fait? Elle se doutait que spermatozoïde qui va rejoindre l'ovule de maman. Comment il fait du Japon pour rejoindre? Bon, mais c'était une question d'un enfant de 5 ans, 6 ans, je ne sais pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Ben oui. Mais ça prouve que ça les travaille. Mais bien sûr, bien sûr. C'est beau comme voilà. C'est une très belle question. En voici une autre. Alors, comment aborder les notions de consentement et de respect de l'autre à les enfants de cet âge? Alors, je sais bien que le mot consentement, aujourd'hui, devient à la mode au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'abus qu'on dit, s'il y a consentement, il n'y a pas d'abus. Bon. Donc, on a créé, alors c'est un mot français, bien entendu, mais est-ce que les enfants sont capables de comprendre véritablement ce mot? Je ne suis pas si sûr que ça. Parce qu'un adulte peut être extrêmement malin, quel que soit cet adulte, homme ou femme, pour parvenir au consentement. C'est-à-dire, il a dit oui. Donc, je n'aime pas le mot consentement, et je ne suis pas certain que les enfants le comprennent complètement. Par contre, le mot respect est capital. Ton corps t'appartient, tu dois être respecté. C'est un jour une petite fille qui me racontait qu'elle était dans l'ascenseur, elle était rentrée dans un ascenseur, il y avait un monsieur. Et puis là, elle a compris que le monsieur, il y avait un problème, il a essayé de l'attraper, et la chance qu'elle a eue, c'est que l'ascenseur s'est ouvert, elle est partie en courant. Une autre qui m'a raconté qu'un jour, elle va chez son grand-père, et la maman dit au grand-père, la petite, je change le prénom, Julie, bon, elle a besoin d'aller chez le coiffeur. Ah, j'ai un très bon copain qui est un très bon coiffeur, ben je l'amènerai chez mon copain le coiffeur. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il fait le grand-père? Il ne connaît pas vraiment le coiffeur, sauf que c'est son copain pour jouer aux boules. D'accord? Il est très content d'aller coiffer la petite fille. Donc il confie la petite fille au coiffeur, et puis le coiffeur, il prend la petite main de la petite fille, viens, on y va. Et il la fait rentrer dans un garage, dans le noir, et là elle prend peur par le noir. Heureusement qu'elle prend peur, elle va lâcher la main, et lui essaye de l'attraper. On ne sait pas ce qui se serait passé, mais elle a eu une peur terrifiante, si vous voulez. Voilà. Donc moi je crois que là, il faut faire très attention. L'enfant doit être respecté par l'adulte, quel que soit son âge, qu'il ait une majorité sexuelle de 15 ans, de 16 ans, tout ça, c'est le respect. Et je pense que l'enfant comprend le respect. Mais pour comprendre le respect, il faut qu'il se sente respecté par son papa et sa maman. Vous voyez? Que les papas et la maman utilisent le mot. Vous voyez? Il faut que ton professeur, il t'a grondé. Mais est-ce qu'il avait raison ou pas? Ah oui, maman, c'était pas juste. Qu'est-ce qui n'était pas juste? Bon, il ne s'agit pas de monter l'enfant contre le professeur. Il faut lui montrer que peut-être qu'il était excédé parce que tous les camarades faisaient les idiots dans la classe, etc. Bon, tu dois respecter ton professeur. Tu dois respecter l'adulte.
Tu respectes ton papa, tu respectes ta maman, tu dois respecter la boulangère, là où tu vas à la charcuterie, etc. quoi. Mais tout ça sont des questions de bon sens. C'est une question de bon sens. Mais le mot consentement est un mot d'adulte. Je ne sais pas, bon, je vois bien ce qu'ils veulent dire, mais je me méfie de ce mot, quoi. Voilà. Question. Comment aider les enfants à comprendre que les corps des autres ne leur appartiennent pas et qu'ils doivent demander la permission avant de les toucher? Oui, ben, le corps des autres, il ne t'appartient pas, c'est évident. Et ils doivent demander la permission avant de les toucher. Alors, c'est un peu ambigu comme question. On voit que Natacha, elle a 48 ans, donc elle a une certaine expérience de la vie. Et elle doit parler peut-être d'adolescents, un adolescent qui a envie de toucher une fille parce qu'elle est jolie, parce qu'elle arrive à l'école avec déjà, c'est l'été qui arrive avec la moitié des seins dehors. Bon, le gosse, il est là, il a les yeux qui sortent de la tête. Il faut se mettre à leur place. Bon, que tu regardes, oui, mais que tu dises, ben oui, c'est une belle fleur, cette fille, elle est magnifique, elle me plaît, mais t'as pas touché, mon vieux, hein. Ça, elle t'appartient pas. Elle t'appartient pas. Ça c'est un point important. Je dirais plus, elle ne t'appartient pas. C'est pas un objet. Tu fais pas joujou avec cette fille. Ou toi, fille, tu fais pas joujou avec le mec sous prétexte que. Vous voyez. On en parlera dans une autre émission certainement, mais je me souviens, je pose la question de 3 filles, c'était en Ardèche, qui viennent me voir, qui étaient des lycéennes, qui avaient eu déjà des expériences avec des garçons, expériences intimes, hein, pour être clair. Et qui, elle, disait, ben, c'est pas compliqué, on ne sait pas, expliquez-nous, parce que quand on est... Alors, elle donnait des prénoms, on va appeler A, B et C, 3 garçons. Elles allaient avec A, avec B, avec C, coucher avec. Et, ouais, quand je suis avec C, j'ai l'impression que je suis avec A. Mais pourquoi? Ben, parce que quand il me dit ça, A, il me disait pareil. Et j'ai l'impression que j'aimais A, mais j'aime pas C. Pourquoi tu es avec C? Ben parce que A, il m'a jeté. Ah bon, d'accord. Et ben B, il faisait ça, et puis C, il fait pareil. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de mélange dans la tête. Pourquoi? Parce que nous avons, attention, une mémoire sensitive, sensuelle, sensorielle. On a une mémoire. On a la mémoire pour les fables de La Fontaine, c'est-à-dire le corbeau et le renard, etc. Mais on a, cette mémoire peut s'éteindre, peut s'oublier pour les mathématiques ou autres, mais nous avons une mémoire qui concerne, je dirais, la sensualité et la sexualité qui est très puissante. Pour moi, c'est un puissant fond. C'est pour ça que la pornographie utilise cette mémoire. Parce que la pornographie, c'est un puissant fond qui fait que la personne qui va regarder la pornographie n'a jamais rempli son puits. Donc c'est un puissant fond. Plus vous en mettez, plus vous en voulez. Ça descend, ça descend, ça descend. Donc ça, c'est de la psychologie élémentaire. Je ne suis pas psychiatre, mais je suis un médecin de bon sens. Vous voyez? Mais on a reçu sur ce canapé le docteur Annelise Ducanda, oui. Et qui nous expliquait justement les phénomènes de pornographie et chez les 8 ans. Ben, À partir de 8 ans, sur leur téléphone Oui, portable, tout à fait. dans les collèges. Tout à fait. Enfin, Alors moi, je vais vous dire, là, je vais choquer tous ceux qui nous écoutent concernant le portable. J'ai demandé la question, moi, à un très grand anatomiste qui était doyen de ma faculté de médecine à Montpellier, concernant le portable quand ils sont sortis. Les portables, bon. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez du portable, les ondes? Bon. On voit des tumeurs cérébrales chez les enfants. Bon. Il n'y a pas eu de lien, ça n'a jamais été vraiment prouvé qu'il y ait un lien entre le portable et les tumeurs cérébrales. Mais s'il n'y a pas un lien, il y a un doute. Il y a un doute. Dans le doute, c'est abstiens-toi. Tant que les sutures crâniennes ne sont pas fermées, c'est-à-dire que nous avons des os différents, frontales, pariétales, occipitales, qui s'enclenchent les uns dans les autres. Mais les sutures, Marc, elles ne sont pas fermées avant quel âge? 17, 18. Ça veut dire quoi? C'est le lycée. Donc le portable, primaire, collège, pas question. Pas question. Alors maintenant qu'on le sait, mais c'est trop tard. C'est trop tard, mais tout le monde le fait. C'est trop tard, mais bien sûr. Ils ont tous le téléphone portable. Ah ben c'est pas Bouygues qui va vous dire que j'ai raison. C'est pas tous ceux que... Bien sûr. Tous, ils ont tous le téléphone portable. Mais bien sûr, moi je suis pas favorable. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sacrifie une génération, là, la génération de nos enfants avec les téléphones portables dès l'entrée en général, c'est l'entrée au collège. On leur demande de mettre le portable à l'entrée d'école dans certaines écoles. Oui, pareil. Bon, ils ont raison. Mais on vous dit, le portable, ça me permet de dire, maman, tu peux venir me chercher, papa ne vient pas me chercher, je suis à l'étude, etc. Bon, d'accord. Mais ça, l'école peut le faire aussi, quoi, dans la mesure où ils ont les numéros des parents. Non, je pense mais c'est donc prouvé scientifiquement, médicalement, qu'il y a des doutes. Il y a un impact sur le... Mais jamais vous aurez un sûr. financement Évidemment. par ceux qui fabriquent des téléphones portables pour faire des études correctes. Mais évidemment. Vous comprenez? Vous savez, la même question sur la 5G. Mais bien sûr. Je me souviens d'une jeune femme infirmière qui avait une tumeur cérébrale importante. Et bon, elle se posait elle-même des questions sur pourquoi j'ai une tumeur cérébrale comme ça, à mon âge, 25 ans, je vais peut-être mourir, etc. Bon, et elle avoue qu'elle avait fumé du hashish. Bon,
dans sa tête la question relation par relation. Le médecin ne va pas culpabiliser, on ne va pas lui dire non, il y a une relation. Il y a un doute. On sait que de fumer du hachis, ça augmente les schizophrénies, les bipolarités, les troubles psychiatriques d'à peu près de 30%, puisqu'on a démontré par des études récentes, Scandinavie et États-Unis, que ceux qui n'en fument pas ont 30% de chances de plus de ne pas faire ce type de maladie. Bon, on a des données précises, voyez, mais c'est intéressant. Dans le doute, abstiens-toi. Ah, dans le doute, abstiens-toi, bien sûr. Allez, une dernière. Comment répondre aux questions sur les relations sexuelles qui peuvent être posées par les enfants de cet âge de manière adaptée? Si vraiment l'enfant vous pose des questions qui touchent à votre propre intimité, d'homme, de femme ou de parent, vous pouvez lui répondre, ce sont des relations intimes, donc vous passez le mot sexe sur intimité, et vous allez lui dire, écoute, avant de te répondre là-dessus, je vais te répondre, nous allons discuter sur comment on fait les enfants. Est-ce que tu le sais? Oui. Alors tu vas m'expliquer comment. Bon, vous allez voir qu'il sait des choses plus ou moins à l'envers. Bon. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faut remettre l'enfant dans sa tranche d'âge. Il ne faut pas nécessairement aller trop loin, parce que qu'est-ce que vous allez répondre à un enfant qui, par exemple, va vous dire moi j'ai 2 papas, et qu'est-ce qu'ils font comme relation sexuelle? Il vient vous voir parce qu'il n'ose pas poser la question à ses 2 papas. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ça va dépendre de l'âge. Oui, non, il y a 15 ans, il y a 14 ans, il a 13 ans. Moi, je lui dirais, écoute, tu as 2 papas, tu leur demandes. Moi, je ne réponds pas. Vous répondez, vous? Moi, je ne réponds pas. Non pas que j'ai peur de répondre, j'ai peur de blesser les 2 papas. Parce que je peux dire quelque chose qui peut être blessant pour les 2 papas, ou je peux lui dire quelque chose qui est mauvais, qui est mal dit, parce que je n'ai pas personnellement cette expérience de la relation sexuelle entre 2 hommes, si vous voulez, bon, sans que je sois avec la moindre moquerie, le moindre mépris pour ce genre de relation. Mais même chose, vous avez une fille, mes 2 mamans, comment elles font, maman et maman? Je sais pas, tu leur demandes. Hein. Mais effectivement, c'est une question délicate. C'est une question délicate et il faut même respecter les parents. Et clairement. Marc. Et Voilà. je me demande d'ailleurs comment est-ce qu'elles peuvent répondre, comment les gens peuvent répondre, comment les parents peuvent répondre à ces questions-là. Eh ben, je pense qu'il faudra un jour que vous invitiez Ouais. 2 pères et puis 2 Un mères couple, pour leur des dire couples comment homosexuels faites-vous, pour savoir qu'est-ce que- comment qu'est-ce vous que vous répondez aurez- à ces questions sur la sexualité. Oui. C'est vrai que c'est une vraie. Et puis si vous avez une grossesse pour question. autrui, vous savez ce qui se passe aux États-Unis? Vous avez des couples qui ont du pognon, qui vont payer une femme, qui n'en a pas beaucoup, pour faire un bébé avec le spermatozoïde de monsieur, avec l'ovule de madame. Bon. Au moment où l'accouchement va arriver, il y a eu des films qui ont été faits comme ça, des petits films, vous savez, que vous trouvez sur YouTube et compagnie. Vous avez la maman qui se fait hospitaliser. Je parle de la vraie maman qui va recevoir son vrai enfant de notre utérus, de notre utérus. Donc on arrache à la maman qui donne la vie parce qu'elle a porté pendant 9 mois cet enfant qui a été fait avec le spermatozoïde du papa et l'ovule de la maman, et on va maquiller la maman comme si elle était fatiguée, anémique, etc., les cheveux en vadrouille, etc., quand on lui amène le bébé, et on filme tout ça pour lui montrer plus tard, voilà, tu es né de moi, je suis ta maman, et ton papa est à côté, alors qu'elle a passé 9 mois, grossesse pour autrui. Attendez, il y a un problème là. Et puis l'argent. Attendez, là, il y a vraiment un problème. Ça, c'est une vraie question philosophique. Alors, aux États-Unis, si vous donnez votre sang, on vous paye. Donc, qui c'est qui va donner son sang aux États-Unis? C'est ceux qui ont besoin d'argent. Bien sûr. En France, c'est la gratuité totale. Bon, on vérifie le sang du donneur, etc. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Mais je préfère le système français. Moi, aux États-Unis, je ne me ferai pas transfuser facilement. Voilà. Toutes ces questions sur la sexualité, évidemment, sur les 0-4 ans, sur les 0-10 ans. Sur les 4 ans, 10 ans. 4 ans, 10 ans, on fera aussi évidemment les ados. Les 10, parce que, 13. alors là, la question sur les ados. On fera 10, 13, puis 13, 15. Parce que 10, 13, Marc, c'est 6e, 5e. Là, ça commence à chahuter en 5e. Là, on rentre dans le vif du Ensuite, sujet. vous avez là. 13, 15. Là, on rentre dans le sexe. C'est-à-dire que, oui, parce Et que. 15, 20, vous rentrez dans l'amour. Oui, c'est ça. Ils sont amoureux. Ouais, c'est ça. Vous voyez? Avant, non 10, 13, ils ne sont pas amoureux? Ah si, non, mais je veux dire, ils sont amoureux pour véritablement commencer une vie intime. Ah, ok. 15-20. Ok.
Non, 10-13, non, ils vont se toucher. vous voyez. C'est des Mais- flirts. Ouais, c'est les flirts. Et 15-20, ça va aller plus loin. Voilà. Là, c'est sûr. Bon, voilà, on va faire ces Mais émissions. là, il y a des questions extrêmement embarrassantes, hein, pour le Bien coup, sûr. où là, c'est toujours un Mais petit peu nous y délicat. répondrons. On y répondra, Voilà. évidemment. Et vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions au professeur. Vous connaissez maintenant le mail. Serge qui récupère Et toutes alors, ces questions. Oui, alors pour remontrez les évidemment parents, ça, le livre. Amour et sexualité, parlez-en tôt à vos enfants. Parlez-en tôt à vos enfants. Et en bas, il est écrit pédophilie, inceste, pornographie. C'est parlez-en tôt pour protéger vos enfants contre pédophilie, inceste et pornographie. Édition du Rocher. Édition du Rocher, exactement. Voilà. Et le CD, Avec également, le CD, pour regarder ça en famille, pour regarder ça en en famille. fonction des âges des enfants. Voilà. Voilà. Et répondre à toutes les questions. Et j'espère qu'on a répondu à certaines d'entre elles. Et il y en aura encore Et il y en a, beaucoup. il y a tellement de sujets. Dis maman, comment on fait les bébés? Voilà, bon, ça c'est la question incontournable. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous commentez, vous partagez, bien entendu. Et puis, vous pouvez envoyer vos mails, on réceptionne et on les fera suivre au professeur. Merci à tous, à bientôt. À bientôt.